Bonjour, je m'appelle Cain. Avez-vous déjà regardé votre sœur dans les yeux, le visage en sang, l'épaule déboîtée, et l'avez-vous entendu murmurer, tu aurais juste dû signer? Cette nuit-là, je me suis traîné sur le sol, martelant la porte de mes parents, suppliant de l'aide, et ils m'ont laissé là, sur le porche, dans le noir. Quel genre de famille fait ça? Et que feriez-vous si c'était la vôtre? Parce que moi, j'ai décidé que je ne resterais pas leur victime. Quand Solène m'a invité à dîner ce mardi soir-là, elle a dit que c'était sans chichi. Mais à la seconde où j'ai franchi le seuil de sa future maison, j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un dîner. L'endroit sentait encore la peinture fraîche et la poussière des rénovations récentes. Les meubles étaient disposés de manière éparse, comme pour une visite. Solène m'a serré trop fort dans ses bras, son parfum s'accrochant comme un invité indésirable. Declan était déjà à table, se servant un verre, souriant comme si j'étais entré dans son bureau au lieu de la maison de ma sœur. « Nous sommes si heureux que tu sois venu, » dit Solène, sa voix douce comme le miel mais répétée. « Ça fait trop longtemps. » Ça ne faisait pas si longtemps. 1 mois, peut-être. Mais je n'ai pas discuté. J'ai enlevé mon manteau, les drapés sur le dossier de la chaise et me suis assise là où elle me l'indiquait. Le dîner était un plat thaï à emporter d'un restaurant du centre-ville, soigneusement disposé dans des bols comme s'il voulait lui donner un air fait maison. Solène m'a versé un verre de vin avant que je ne puisse refuser. Declan n'a pas perdu de temps en bavardage. Il a fait glisser une épaisse enveloppe en manille sur la table vers moi, son expression se situant quelque part entre le désinvolte et le suffisant. « C'est juste une formalité, » a-t-il dit. Je ne l'ai pas touché. « Qu'est-ce que c'est ?» Solène s'est penchée en avant, ses coudes effleurant le bord de la table. « Nous allons bientôt conclure la vente de la maison, mais bon, tu sais comment les banques peuvent être. Elles ont juste besoin d'une petite assurance supplémentaire. » Une assurance? Ai-je répété, sans toujours ouvrir l'enveloppe. Declan a soupiré comme si j'étais déjà difficile. Ton nom sur le prêt immobilier, seulement en tant que garante. Ce n'est pas grand-chose. J'ai finalement sorti les papiers. Un coup d'œil m'a tout dit. Taux variable, clause de remboursement final, frais différés, des choses qu'il ne comprenait pas ou espérait que je ne remarquerais pas. Je suis gestionnaire financière. Les chiffres ne mentent pas. Ce n'était pas une faveur. C'était un piège. Vous avez déjà essuyé un refus, n'est-ce pas? Ai-je dit, en gardant ma voix stable. Solène a eu un petit rire défensif. Des problèmes de crédit temporaire. Tu sais comment les revenus de freelance apparaissent sur le papier. C'est juste les banques qui sont rigides. Declan s'est penché en arrière, avec un sourire en coin. C'est pour ça qu'on a besoin de toi, Caline. Tu es la responsable. Tu l'as toujours été. Ce n'était pas un compliment. C'était un carcan. Je ne sais pas, ai-je dit prudemment. Ce genre d'arrangement me met en danger si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal, a dit Solène rapidement. Tu penses qu'on te laisserait subir ça? Ta famille? La famille. Il lançait ce mot comme un filet, mais je pouvais sentir que j'étais en train d'être entraîné par le fond. Nous avons fini de dîner, bien que je puisse à peine sentir le goût de la nourriture. Mon esprit ressassait les chiffres, les risques, et leur façon désinvolte de faire passer cela pour un simple oui. Je leur ai dit que j'allais y réfléchir, ce qui m'a acheté juste assez de temps pour m'échapper sans dispute. Le lendemain, j'étais assise dans la cuisine de Margie, sirotant une tasse de café pendant qu'elle pliait du linge sur le comptoir. Margie me connaît depuis l'université. Elle me lit comme un livre ouvert. « Ils veulent que tu fasses quoi ?» a-t-elle demandé quand je lui ai raconté. « Me porteur co-emprunteur, juste pour les aider à finaliser la vente, » ai-je dit, même si à mes propres oreilles, cela sonnait comme si je leur cherchais des excuses. Margie n'a pas pris la peine de cacher son dégoût. « Caline, non. Si tu signes ça, ils te tireront vers le bas avec eux. Tu n'es pas de la famille pour eux. Tu es une garantie. » J'ai été piqué au vif. Ce n'est pas juste. C'est ma famille. Elle a laissé tomber une serviette dans le panier et m'a fixé d'un regard. Et il compte sur le fait que tu penses de cette façon. Tu es la seule qui continue de répondre présente. C'est pour ça qu'il continue de demander. Ces mots se sont plantés en moi comme des échardes. Je voulais protester, mais à la place,
Je me suis entendu dire, je ne veux juste pas les perdre. Peut-être que tu devrais te demander ce que tu perds en les gardant, a dit Margie doucement. Je n'ai pas répondu. Quelques soirs plus tard, je me suis retrouvé à un autre dîner, cette fois chez mes parents. Solène et Declan étaient là, rayonnant de cette énergie suffisante de nouveaux propriétaires, et mes parents, Claudette et Malcolm, les regardaient comme s'ils avaient marché sur l'eau. Claudette s'est tamponné les lèvres avec une serviette et s'est tournée vers moi. Solène m'a dit que tu n'as pas encore signé. Qu'est-ce qui coince? J'y réfléchis encore, ai-je dit prudemment. Declan a reniflé. Réfléchir? C'est juste une signature, Caline. Tu n'as même pas ta propre famille dont tu dois te soucier. Pourquoi ne pas aider ta sœur à fonder la sienne? C'était un couteau enveloppé de politesse. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, comme si son argument était raisonnable. Je fixais mon assiette, ravalant chaque réponse tranchante qui voulait sortir. Je sentais déjà la pièce entière contre moi, attendant que je craque pour qu'il puisse me traiter de difficile. Alors, j'ai souri à la place, les lèvres pincées, et je n'ai rien dit. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai tout repassé dans ma tête. La fausse chaleur de Solène, le sourire en coin de Declan, le silence de ma mère. Étais-je têtu? Ou est-ce que je les voyais enfin pour ce qu'ils étaient vraiment? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais maintenu la paix, où je m'étais faite plus petite, où j'étais restée silencieuse pour que personne ne se fâche. Peut-être que c'était juste une autre occasion pour eux de m'utiliser jusqu'à la corde. Je me suis dit que j'allais y réfléchir, mais au fond, je connaissais déjà ma réponse, et je savais qu'ils ne me le pardonneraient pas. Et j'avais raison. Ils n'ont même pas attendu une semaine pour me montrer à quel point j'étais impardonnable. L'invitation est venue par texto de Solène. Dîner de famille, dimanche à 18h. Ne sois pas en retard. Pas de smilet, pas de mots adoucissants, juste un ordre déguisé en invitation. Je l'ai fixé pendant un moment avant de répondre par un simple d'accord. Le dimanche venu, j'avais passé toute la journée à travailler sur des feuilles de calcul juste pour me distraire. Je me suis habillé dans des couleurs sobres. Il y avait quelque chose dans la nouvelle maison de Solène qui me donnait l'impression de devoir me fondre dans les murs. Alors que je conduisais, le soleil se couchait déjà, le ciel au-dessus de boules d'or rougeoyant de rose contre les silhouettes nettes des montagnes. J'ai failli faire demi-tour 2 fois, mais la pensée des retombées si je ne me présentais pas a maintenu mon pied sur l'accélérateur. Leur maison avait l'air différente maintenant, plus habitée que la dernière fois que j'y étais allé. La touche de Solène était partout, des vaseurs de prix, des livres de table à café brillants que personne n'ouvrirait jamais, de l'art abstrait choisi pour impressionner. Tout cela criait la perfection soignée. Mon propre appartement en ville, avec ses meubles de seconde main et ses trouvailles de brocante, semblait petit et minable en comparaison, et je savais que Solène aimait ça. Caline, la voix de Solène a retenti alors que j'entrais. Elle a embrassé l'air près de ma joue, ses bras drapés dans un cardigan qui coûtait probablement plus cher que mes charges mensuelles. Declan est apparu derrière elle, une bière déjà à la main, l'odeur de houblon s'accrochant à lui. Le dîner était servi dans leur nouvelle salle à manger. Elle n'était même pas entièrement meublée, mais ils avaient mis la table comme dans un magazine. Mes parents étaient déjà assis. Ma mère, Claudette, m'a adressé un sourire pincé, le genre qu'elle réservait au moment où les apparences comptaient. Mon père, Malcolm, a hoché la tête une fois, ses yeux tombant presque instantanément sur son assiette. « Caline, tu es en retard », a dit Claudette d'un ton léger, bien que son ton ait été plus tranchant qu'elle ne le réalisait probablement. « Il est 18h pile », ai-je répondu en glissant sur mon siège. « Quand même », a-t-elle dit en pliant soigneusement sa serviette. « Tu pourrais essayer d'être un peu en avance. Ça montre que tu te soucies. » Solène a souri en coin derrière son verre de vin. Declan a eu un petit rire, bas et moqueur. Le dîner a commencé assez agréablement, si l'on ignorait le courant sous-jacent de jugement. Solène a parlé sans cesse d'échantillons de tissus et d'entrepreneurs, et ma mère hochait la tête comme si chaque mot était révolutionnaire. Declan s'est donné en spectacle en parlant de ses entreprises, bien que nous sachions tous qu'elles se terminaient par des dettes impayées. Puis Claudette a tourné son attention vers moi. « Caline », a-t-elle dit en souriant doucement. « Tu es toujours si indépendante, mais ne penses-tu pas qu'il est temps de faire quelque chose de significatif pour cette famille? Aide ta sœur à prendre son envol. Tu n'as même pas ta propre famille à laquelle penser.
Les mots ont atterri comme une gifle, même si elle les a prononcés comme s'il s'agissait de conseils bienveillants. Mon père est resté silencieux, fixant son assiette. Il restait toujours silencieux. J'ai forcé un sourire. Je suis juste prudente. Ce sont de grandes décisions. Declan a reniflé. Prudente, a-t-il répété en secouant la tête. Tu veux dire avare. Declan, a dit Solène d'un ton léger, bien qu'il n'y ait eu aucun vrai reproche dans sa voix. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner la bouteille de bière dans sa main. Tu penses que tu es meilleur que nous, n'est-ce pas? Assise là avec ton travail chic, agissant comme si tu savais tout parce que tu travailles avec des chiffres. Tu n'es qu'une comptable glorifiée. La tension s'est épaissie instantanément. La fourchette de ma mère s'est figée en l'air. Solène n'a même pas essayé d'intervenir. Je suis resté calme, bien que je sente mes mains se crisper sur mes genoux. Je veux juste m'assurer que c'est financièrement sain, ai-je dit d'une voix égale. Declan a claqué sa bouteille sur la table si fort que de la bière a éclaboussé la nappe et a coulé vers mon assiette. Le son a fait sursauter tout le monde. Financièrement sain, a-t-il aboyé. Tu te prends pour un génie? Tu signeras, Kaline, d'une manière ou d'une autre. Sa voix était basse, mais la menace qu'elle contenait était indubitable. Solène a tendu la main, touchant son bras comme pour l'apaiser, mais elle ne m'a pas regardé. Son silence disait tout. Elle était d'accord. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je voulais crier, lui jeter ma serviette au visage, exiger que mes parents disent quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé chaque mot et j'ai souri étroitement à la place, comme je l'avais fait toute ma vie. Il ne s'agissait pas de les aider. Il s'agissait de contrôle. Et j'avais été aveugle à cela pendant des années. Je me suis excusé peu de temps après, marmonnant quelque chose sur le fait que je devais rentrer pour le travail. Solène n'a pas protesté. Declan a souri en coin comme s'il avait gagné quelque chose. Le temps que j'arrive à ma voiture, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir dans l'allée pendant quelques minutes avant de pouvoir même démarrer le moteur. J'ai quitté leur maison cette nuit-là en sachant que quelque chose avait changé. Ils ne demandaient plus. Ils m'avertissaient. Et j'allais bientôt apprendre jusqu'où ils iraient pour me faire obéir. Tout a commencé par un texto de Solène 2 jours plus tard. Viens ce soir. Il faut qu'on en discute. Juste nous. Aucune excuse, aucune reconnaissance du désastre qu'avait été le dernier dîner. Juste une autre injonction enveloppée d'une mince civilité. Un instant, j'ai hésité devant le clavier, pensant à l'ignorer. Mais la petite voix à l'intérieur de moi, entraînée par des années à être la bonne fille, la bonne sœur, m'a dit d'y aller, de maintenir la paix. J'y suis allé en voiture après la tombée de la nuit, mes phares fendant les rues tranquilles de la banlieue. Mon estomac se nouait alors que je me garais dans leur allée. La maison se dressait, une lumière chaude s'échappant de la fenêtre de la cuisine, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je marchais dans un piège. Quand je suis entré, Solène n'était pas là. À la place, j'ai trouvé Declan dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, une bière pendant de sa main. Il n'a même pas pris la peine de me saluer, il s'est contenté de me fixer, les yeux plats et vitreux, un léger sourire jouant au coin de sa bouche. Alors, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de moquerie. Tu te crois toujours trop bien pour nous aider. J'ai gardé un ton égal, bien que mon pouls batte la chamade. Je ne suis trop bien pour rien. J'ai juste besoin de m'assurer que c'est la bonne décision. C'est un gros engagement, Declan. Il a aboyé un rire, a bu une longue gorgée avant de claquer la bouteille sur le comptoir. Gros engagement? C'est une signature, Kaline. C'est tout. Mais tu aimes compliquer les choses, n'est-ce pas? Toujours à vouloir être la plus intelligente. Avant que je ne puisse répondre, Solène est apparue, appuyée dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle ressemblait plus à son allié qu'à ma sœur. Son visage était calme, mais il n'y avait aucune gentillesse dans ses yeux. Kaline, a-t-elle dit d'une voix qui aurait pu couper du verre. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'est juste une signature. Pourquoi fais-tu autant de scènes? Je me suis tourné vers elle, désespéré d'atteindre la personne que je pensais encore connaître. Il ne s'agit pas de scène. Il ne s'agit plus de la famille. Il s'agit de me protéger.
Ses sourcils se sont levés, et pendant une seconde, j'ai cru voir une lueur de quelque chose de la culpabilité, peut-être mais elle a disparu aussi vite qu'elle était venue. Te protéger de quoi? De ta propre famille? Tu as l'air paranoïaque. Je suis prudente, ai-je dit doucement. Declan s'est détaché du comptoir, comblant la distance entre nous. Non, a-t-il dit, entrant dans mon espace personnel. Tu es un problème. Mes instincts m'ont hurlé de reculer, mais j'ai tenu bon. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Son sourire en coin s'est élargi. Oh, je te parlerai comme je veux. Avant que je ne puisse réagir, il m'a poussé violemment contre le comptoir. Le bord tranchant s'est enfoncé dans mon dos, et une douleur a traversé mon épaule. Mon souffle s'est coupé. Declan. Ai-je crié, essayant de le repousser, mais sa main a agrippé mon bras, me forçant à rester en place. Puis le coup de poing est parti. C'était si rapide que je l'ai à peine enregistré, juste la douleur aiguë et aveuglante sur mon visage, le goût de fer inondant ma bouche, et le sol se précipitant vers moi. Je me suis effondré sur le carrelage froid, ma joue pressée contre celui-ci, le monde tournant autour de moi. Mon épaule lançait une douleur si intense qu'elle me donnait la nausée. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. J'ai levé les yeux, hébété, espérant, attendant que Solène m'aide. Au lieu de cela, elle s'est accroupie, son visage près du mien. Je pouvais sentir son parfum, écœurant de douceur, envahissant, et ses mots étaient à peine plus qu'un murmure. Tu aurais juste dû signer. Aucune colère, aucune inquiétude, juste une finalité glaciale. Elle s'est relevée, et ensemble, ils ont quitté la cuisine, me laissant là comme si je n'étais rien. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur ce sol. Des minutes? Des heures? Le temps a perdu tout son sens. Tout ce que je pouvais sentir, c'était la pulsation dans mon visage, la douleur lancinante dans mon épaule, et le poids écrasant de la prise de conscience. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il ne s'agissait pas seulement de pression. C'était un message. Je n'ai jamais été leur sœur. J'étais leur police d'assurance. Et je suis resté là, en sang et brisé, me demandant comment une famille pouvait m'abandonner comme ça. Mais attends, ai-je pensé. Et puis je me suis souvenu que j'avais encore des parents. Peut-être qu'ils m'aideraient. Il m'a fallu toute mon énergie pour me relever de ce sol de cuisine. Ma joue pulsait. Mon épaule hurlait à chaque mouvement. Et pourtant, j'ai réussi à tituber jusqu'à ma voiture. L'air hivernal mordait ma peau alors que je serrais le volant avec mon bras valide. Chaque bosse sur la route envoyait des vagues de douleur à travers mon corps, mais j'ai continué à conduire. Leur maison n'était qu'à 15 minutes, mais cela semblait durer des heures. Je me suis murmuré à moi-même en conduisant, comme une prière à laquelle je n'étais pas sûr de croire. Ce sont mes parents. Ils ne m'aiment peut-être pas comme ils aiment Solène, mais ils ne me repousseront pas. Ils ne peuvent pas. Le temps que j'arrive dans leur allée, ma vision était brouillée par les larmes et les flocons de neige qui avaient commencé à tomber. La lumière de leur porche était éteinte, la maison sombre à l'exception d'une faible lueur dans la fenêtre du salon. Je suis resté dans ma voiture un moment, tremblante, essayant de rassembler le courage de sortir. Quand je l'ai finalement fait, mes genoux ont failli flancher. J'ai monté les marches du perron, une marche tremblante à la fois, et j'ai commencé à frapper à la porte. Maman, papa, c'est moi. Ma voix s'est brisée. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Le son de mes poings frappant la porte a résonné dans la nuit silencieuse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, mon épaule hurlant de protestation. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je suis blessé. J'ai juste besoin de vous. Une lumière s'est allumée à l'intérieur. Mon cœur a bondi. J'ai pressé mon oreille contre la porte et j'ai entendu du mouvement. Des chuchotements. La voix de Claudette, étouffée mais reconnaissable. S'il vous plaît, ai-je sangloté. C'est Caline. Je suis votre fille. J'ai besoin de vous. Je suis resté là, attendant que le verrou clique, que la porte s'ouvre, que ma mère se précipite pour me serrer dans ses bras comme elle le faisait quand je m'écorchais les genoux étant enfant. Mais le verrou n'a jamais tourné. Les chuchotements ont cessé. La maison est retombée dans le silence. J'ai continué à frapper, à supplier.
S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Ne me laissez pas dehors. Mon souffle sortait en nuages, le froid s'infiltrant dans mes os. Les minutes s'étiraient comme des heures. Mes forces s'épuisaient, mes jambes cédant alors que je m'affaissais sur le porche, mon dos contre la porte. Je me suis serré avec mon bras valide, frissonnant, saignant sur leur paillasson, celui qui disait la famille d'abord en grandes lettres joyeuses. C'est là que j'ai compris. Ils étaient là-dedans. Ils savaient que c'était moi. Et ils avaient choisi de ne pas aider. Une autre sorte de douleur s'est installée, bien pire que l'épaule déboîtée ou la lèvre fendue. C'était la douleur de savoir que mes parents, mon dernier espoir, s'étaient regardés et avaient décidé que je ne valais pas la peine d'ouvrir la porte. Mes sanglots sont devenus plus silencieux. Finalement, je me suis contenté de fixer les marches enneigées, insensible à tout sauf à la douleur creuse dans ma poitrine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. À un moment donné, une voix a percé le silence. « Oh mon Dieu, est-ce que ça va ?» J'ai tourné faiblement la tête. Une voisine, une femme que je n'avais vue qu'une poignée de fois, se tenait au bout de l'allée, téléphone à la main. Avant que je puisse répondre, elle composait un numéro. « Restez avec moi. » J'appelle le 911. Bientôt, la plainte lointaine des sirènes s'est intensifiée jusqu'à ce que des lumières rouges et bleues inondent la neige blanche. Des ambulanciers se sont précipités vers moi, leur voix calme mais urgente. « Madame, vous m'entendez ? Nous sommes là pour vous aider. » J'ai hoché faiblement la tête, les larmes coulant à nouveau, pas de douleur cette fois, mais de la honte de tout cela. Des inconnus se souciaient plus de moi que mon propre sang. L'un d'eux a examiné doucement mon épaule. On dirait une luxation. Stabilisons-la. Ils m'ont soulevé avec précaution sur une civière, m'enveloppant dans une couverture comme pour me protéger de la nuit glaciale et de tout ce qui l'avait précédé. Un policier s'est accroupi à côté de moi, son ton doux mais ferme. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons prendre soin de vous. » En sécurité ? Le mot semblait étranger. Alors qu'il me poussait vers l'ambulance, j'ai jeté un dernier regard sur la maison. La lumière dans le salon s'était éteinte. La maison semblait à nouveau vide. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être leur fille. Car c'est là que j'ai vu ce que Solène avait fait pour me faire passer pour la méchante. La lumière du matin filtrait à travers les stores quand je me suis réveillé dans mon appartement. Mon bras, dans son écharpe, me lançait, et le brouillard cotonneux des analgésiques m'a laissé désorienté quelques secondes avant que la réalité ne me frappe de plein fouet, le carrelage de la cuisine, le visage froid de Solène, le poing de Declan, la porte fermée de mes parents. Tout m'est revenu d'un coup, et je me suis recroquevillé sur le canapé, souhaitant pouvoir effacer tout ça comme un mauvais rêve. La maison était si silencieuse que cela me mettait presque mal à l'aise. Personne n'était là pour me dire quoi faire, personne pour exiger une explication ou pousser des papiers sur une table. Mais il n'y avait aucun réconfort dans ce silence. C'était le genre de silence qui vous crie dessus, vous rappelant à quel point vous êtes seul. J'ai attrapé mon téléphone sur la table basse. Des dizaines d'appels manqués, mais pas des gens dont j'avais besoin. Rien de mes parents. Rien de Solène. À la place, une série de messages non lui illuminait la conversation de groupe de la famille. J'ai tapé dessus, sachant que je ne devrais pas. Mon nom était traîné dans la boue. Claudette, Caline est allée trop loin cette fois. Malcolm, elle a besoin d'aide. Elle se couvre de honte. Et Solène, toujours la maîtresse de la fausse douceur, priez pour ma sœur. Elle traverse une période difficile. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. On a frappé à la porte, ce qui m'a surprise, et j'ai sursauté avant de réaliser qui ce devait être. Caline ? La voix de Margie. Je me suis forcé à me lever, en berçant mon bras, et j'ai ouvert la porte. Margie se tenait là avec 2 cafés et ce regard inquiet qu'elle arborait toujours quand elle savait que je tenais à un fil. « Tu as une mine affreuse, dit-elle doucement, entrant sans attendre que je l'invite. Tiens, elle a pressé une tasse dans ma main valide. Je suppose que c'est la nouvelle devise de la famille, ai-je marmonné en me rasseyant sur le canapé. Margie a hésité, posant sa tasse. Avant que tu ne vois ça ailleurs, je dois te montrer quelque chose. La façon dont elle l'a dit m'a noué l'estomac. Quoi encore ? Elle a déverrouillé son téléphone et a tourné l'écran vers moi. Une vidéo.
Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce que je regardais. C'était moi, sur le sol de la cuisine. Mon visage était zébré de sang, les larmes coulant, à peine capable de bouger. Mais ce n'était pas toute la scène. Le clip avait été coupé, découpé, dépouillé de son contexte, et par-dessus, Solène avait ajouté une légende, « S'il vous plaît, gardez Kaline dans vos prières. Elle souffre en ce moment et a fait une crise. S'il vous plaît, ne la jugez pas. » Une crise. Je me suis regardé à travers leur prisme. Une femme instable qui s'était en quelque sorte fait ça à elle-même. Ils avaient pris ma douleur et l'avaient transformée en une performance. Ma bouche est devenue sèche. Elle a posté ça dans son petit cercle d'amis sur Facebook, a dit Margie amèrement. Mais tu sais comment ça marche. La moitié de la famille l'a déjà vu. Probablement la moitié de Boulder aussi. Le café dans ma main m'a soudain semblé peser une tonne. Elle m'a fait passer pour. Comme si j'étais dangereuse. Comme si je m'étais fait ça à moi-même. Margie n'a pas discuté. Elle n'en avait pas besoin. Nous savions toutes les deux exactement ce que Solène était en train de faire. Elle contrôle le récit, a finalement dit Margie. Et tu la laisses faire. J'ai relevé la tête brusquement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Aller en ligne et me battre avec elle dans les commentaires? C'est exactement ce qu'elle veut, que j'ai l'air hystérique. Non, Margie s'est penchée en avant, sa voix ferme. Tu portes plainte. Ce n'est plus juste un drame familial. C'est une agression, et maintenant c'est de la diffamation. Tu dois faire quelque chose. Je l'ai regardée comme si elle venait de suggérer que je brûle la maison. Porteur plainte contre ma propre sœur? Contre deux clans? Tu penses que quelqu'un va me croire après cette vidéo? Il pense déjà que je suis. Je ne pouvais même pas finir la phrase. Il compte sur le fait que tu resteras silencieuse, a dit fermement Margie. C'est pourquoi tu ne peux pas, Kaline. C'est comme ça que les gens comme eux gagnent. Il compte sur le fait que tu auras trop peur de rendre les choses sordides. Je voulais la croire, mais chaque partie de moi avait été conditionnée depuis l'enfance à maintenir la paix, à aplanir les choses, à ravaler ma fierté pour que ma famille reste intacte. Mes parents appelaient ça être la bonne fille. Cela ressemblait plus à être celle qui était sacrifiable. Je ne sais pas si je peux, ai-je murmuré, honteuse de paraître si petite. Margie a posé sa main sur la mienne. Alors tu dois décider. Veux-tu continuer à vivre comme leur bouc émissaire? Ou veux-tu récupérer ta vie? Ces mots ont résonné longtemps après son départ. En fin d'après-midi, je me suis retrouvé à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. L'écran me fixait, vide et en attente. Mes mains tremblaient lorsque j'ai cliqué sur un nouveau dossier. J'ai tapé un seul mot dans le champ du nom, preuve. Je suis resté assise à le fixer, mon pouls dans mes oreilles. C'était mon premier pas, un tout petit, mais c'était le mien. Mais avant de pouvoir me battre, je devais affronter une vérité encore plus cruelle. Toute ma famille était prête à me rejeter. Et ils n'essayaient même pas de le cacher. Il était tard dans la soirée quand mon téléphone a sonné, sa sonnerie aiguë perçant le silence de mon appartement. J'ai failli ne pas répondre, mais quand j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran, j'ai ressenti une étrange lueur d'espoir. Peut-être qu'elle avait changé d'avis. Peut-être qu'elle avait enfin compris ce qui s'était passé. J'ai décroché. Kaline, la voix de Claudette était glaciale, contrôlée de cette manière qu'elle utilisait quand elle voulait que je sache qu'elle était déçue mais trop digne pour crier. Maman, ai-je dit, la gorge sèche. Elle m'a coupé la parole. Tu as couvert cette famille de honte. Ce que tu as fait à Solène et Declan est impardonnable. Si tu continues à les attaquer, tu n'es plus ma fille. Les mots m'ont piqué, même si je n'aurais pas dû être surprise. Ce faible espoir que j'avais, qu'il viendrait à mon secours, qu'il se soucierait que j'ai été battue et que je saigne, s'est évaporé en un instant. Maman, je n'ai pas assez. Sa voix s'est aiguisée. Tu as toujours été difficile, Kaline. Mais ça, c'est trop. Nous ne pouvons pas laisser les gens penser que notre famille élève quelqu'un comme ça. Il y a eu un mouvement à l'autre bout du fil, comme si mon père était dans la pièce. Papa? Ai-je demandé, la voix brisée. Aucune réponse, pas même un souffle.
Est-ce qu'il est là? Peut-il au moins me parler? Il est d'accord avec moi, a-t-elle dit simplement. Si tu avais encore une once de respect pour cette famille, tu t'excuserais. D'ici là, ne nous appelle pas. Et puis la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise un moment, le téléphone toujours à la main, fixant le vide. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'avais épuisé mes larmes quelque part sur ce sol de cuisine 2 nuits auparavant. Des heures plus tard, en faisant défiler mon téléphone sans but, je l'ai vu. Une publication publique sur Facebook de ma mère, prière pour notre fille aînée, Solène, alors qu'elle gère de fausses accusations avec grâce. Nous la soutenons. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider, peu importe à quel point on les aime. Je l'ai lu 3 fois. Ma mère ne m'avait pas seulement tourné le dos. Elle m'avait enterré publiquement pour que tous ses amis de l'église et notre famille élargie le voient. Et elle l'avait fait avec ce même ton doucereux qu'elle avait toujours utilisé pour faire passer sa cruauté pour de la droiture. L'humiliation était profonde. Il n'avait pas seulement choisi Solène, il m'avait effacé. J'ai fermé les yeux, et mon esprit a dérivé vers un souvenir auquel je n'avais pas pensé depuis des années. 12 ans, assise sur le sol du salon à plier du linge pendant que Solène se pavanait devant un miroir, essayant des robes pour une danse de l'école. Maman s'affairait autour de ses cheveux tandis que papa se tenait dans l'embrasure de la porte, souriant comme si elle était la seule fille qu'il avait. Moi? J'étais invisible. C'était mon rôle, silencieuse, utile, invisible. Mais l'invisibilité n'était pas une protection. C'était de la soumission. Maintenant, assise dans mon appartement vide, meurtri et endolori, je le voyais clairement. Ils m'avaient conditionné à rester petite pour pouvoir m'utiliser quand ça leur convenait. C'était ça que maintenir la paix avait vraiment signifié. La colère est venue lentement au début, comme des braises sous la cendre. Puis elle a grandi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur le dossier que j'avais nommé épreuve. Il était vide, m'attendant. J'ai commencé à le remplir. D'abord, j'ai scanné les rapports médicaux de l'hôpital détaillant mon épaule déboîtée et mes blessures au visage. Ensuite, les photos que je m'étais forcé à prendre de mes ecchymoses ce matin-là, ma main tremblant en tenant le téléphone. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille, prenant des captures d'écran de chaque message qui me dépeignait comme instable ou violente, chaque texto de Solène et de Clan, chaque publication. Clic, enregistrer, clic, enregistrer. À chaque fichier que j'ajoutais, je me sentais un peu moins leur victime et un peu plus une personne reprenant sa vie en main. Ils pensaient qu'ils pouvaient me détruire en silence, que j'allais simplement me laisser faire. Mais les funérailles ne sont pas toujours pour les morts. Parfois, elles sont pour les vivants qui ont finalement décidé de se relever. Et se relever signifiait faire la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, se battre en retour. Mais d'abord, je devais les affronter une dernière fois dans la pièce où ils pensaient encore avoir du pouvoir sur moi. L'appel est arrivé juste après 15 heures. J'étais assise à la table de ma cuisine, fixant l'écran de mon ordinateur portable, essayant de donner un sens à la pile croissante de preuves que j'avais rassemblées. Mon bras, dans son écharpe, me faisait mal. Mes ecchymoses me faisaient encore plus mal. Mais c'était le silence de ma famille qui me pesait le plus. Quand j'ai vu le nom de ma mère s'afficher à l'écran, ma poitrine s'est serrée. J'ai répondu, me préparant au pire. Caline, a dit Claudette, son ton sec et étrangement théâtral, comme si elle s'adressait à un public plutôt qu'à sa fille. Viens dîner ce soir. Nous devons régler ça en famille. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. J'ai failli refuser. Chaque instinct en moi hurlait que c'était un piège. Mais quelque chose d'autre, un besoin morbide de les voir, de jauger jusqu'où ils étaient prêts à aller, m'a fait dire, d'accord. À quelle heure? 17 heures, a-t-elle dit simplement, puis elle a raccroché. En fin d'après-midi, j'arrivais dans leur allée. La maison de mes parents, avec ses haies parfaitement taillées et son petit porche soigné, était exactement la même que d'habitude. Mais en sortant de ma voiture, je l'ai sentie différente, plus froide. À l'intérieur, l'odeur de poulet rôti et de purée de pommes de terre m'a accueilli. De la nourriture réconfortante, soigneusement choisie, une performance de normalité. Caline, a dit Claudette en entrant, son sourire crispé, ses yeux calculateurs. Elle m'a embrassé la joue comme si nous n'étions pas sur des côtés opposés d'un champ de bataille. La table de la salle à manger était déjà mise.
Selène était assise au bout de la table, parfaitement composée, son maquillage impeccable. Declan était adossé à sa chaise, une bière à la main, ses yeux fixés sur moi avec la même hostilité contenue que j'avais vue dans sa cuisine quelques jours auparavant. Mon père, Malcolm, était à sa place habituelle à la tête de la table, fixant son assiette comme si elle pouvait lui offrir une sorte d'échappatoire. « Mangeons », a dit Claudette d'un ton enjoué, comme s'il s'agissait d'un repas de famille ordinaire. Je me suis assise, sentant chaque muscle de mon corps se tendre. Pendant quelques minutes, la pièce n'a été remplie que par le bruit des couverts sur les assiettes. Puis Claudette a rompu le silence. « Si seulement tu pouvais être raisonnable, Caline, dit-elle doucement, comme si elle délivrait une sorte de sagesse, rien de tout cela ne serait arrivé. Les familles ne survivent pas quand une personne insiste pour tout rendre difficile. » Je n'ai pas répondu. Selène s'est penchée en avant, son expression l'image même de la sincérité, des larmes brillant dans ses yeux. « Je suis désolée que les choses aient dégénéré, dit-elle, sa voix tremblant juste assez pour paraître réelle. J'ai surréagi, mais tu ne peux pas détruire nos vies pour une seule erreur. Laisse tomber, Caline. S'il te plaît, pour nous tous. Sa performance aurait été digne d'un Oscar si je ne connaissais pas la femme en dessous. Je l'ai regardée, ses larmes soigneusement placées, et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de sympathie, juste du dégoût. Selène, ai-je dit doucement. Tu n'as pas surréagi. Tu as orchestré tout ça. Son visage s'est durci, le masque glissant une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Declan a claqué sa bière sur la table, le son sec et violent. Tu crois que tu peux te promener en agissant comme si tu étais meilleur que nous? Si tu nous traînes en justice, je m'assurerai que tu le regrettes. Carrière, réputation, tout. Je te ruinerai. Les mots flottaient dans l'air. Claudette n'a pas bronché. Selène n'a pas scié. Mon père n'a pas parlé. Il s'est contenté de fixer son assiette, son silence plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Quelque chose en moi a changé alors. Les derniers fils de culpabilité, les derniers morceaux d'espoir auxquels je m'étais accroché, se sont rompus. Ils n'essayaient pas de se réconcilier. Ils ne faisaient même pas semblant. Il ne s'agissait pas de faire la paix. Il s'agissait de contrôle, de me remettre à ma place. Mais je n'étais plus la même femme qui se faisait toute petite pour rentrer dans leur portrait de famille parfait. J'ai souri faiblement, en repoussant ma chaise. Merci pour le dîner, ai-je dit, la voix ferme. J'y réfléchirai. Declan a ricané, pensant qu'il m'avait effrayée et soumise. Selène s'est tamponné les yeux comme si sa petite performance avait fonctionné. Claudette m'a fait ce signe de tête approbateur qu'elle faisait toujours quand elle pensait avoir obtenu ce qu'elle voulait. Mais en sortant, j'ai sorti mon téléphone, mes doigts stables pour la première fois depuis des jours. J'ai envoyé un texto à Margie. C'est le moment. En m'éloignant en voiture, je n'ai plus ressenti de peur. Juste de la détermination. Il pensait que je bluffais. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà fixé la date du procès. La prochaine fois que nous partagerions une pièce, ce ne serait pas pour un dîner. Ce serait sous serment. Et je n'étais pas la seule à être préparée. Le palais de justice semblait plus froid que l'air de février à l'extérieur. Les sols polis, l'écho des pas, le faible bourdonnement des murmures d'autres affaires, tout cela faisait battre mon cœur plus fort. J'ai gardé la tête haute, marchant aux côtés de Margie, mon avocate, qui avait ce genre de confiance tranquille dont j'avais besoin d'emprunter ce matin-là. Selène et Declan étaient déjà assis lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle portait une robe blanche immaculée, d'une teinte trop vive pour la pièce, ses cheveux parfaitement lissés. Declan portait un costume bleu marine, la mâchoire serrée, la posture rigide, tous deux jouant la comédie de la sympathie. Claudette et Malcolm étaient assis juste derrière eux, les bras croisés, les visages de pierre, me foudroyant du regard comme si j'étais la source de la honte. Margie s'est penchée vers moi. Ils vont jouer bas. Attends-toi à ça, a-t-elle dit doucement, et j'ai hoché la tête, agrippant le bord de la table. Le juge est entré, et la salle s'est tue. Ceci est une audience concernant l'affaire de Caline Hartman contre Selène et Declan Price, a-t-il annoncé. Leur avocat s'est levé le premier, un homme avec un costume élégant et une langue encore plus acérée. Votre honneur, mes clients ont été la cible de fausses accusations. Madame Hartman a un long historique d'instabilité émotionnelle,
et l'incident en question a été auto-infligé. Mes clients n'ont agi qu'en état de légitime défense lorsqu'elle est devenue erratique. Solène s'est tamponné les yeux avec un mouchoir, bien que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de larmes. Puis vint la vidéo. Ils l'ont projetée sur le grand écran, une version découpée et déformée de cette nuit-là. Elle me montrait pleurant sur le sol de leur cuisine, mais le contexte avait disparu. On aurait dit que j'étais hors de contrôle, incohérente. Ensuite, ils ont soumis des déclarations écrites. La référence de moralité de Claudette a été lue à haute voix, Caline a toujours été sujette à des crises de colère. En tant que sa mère, j'ai essayé pendant des années de l'aider à gérer ses émotions. J'ai senti mon estomac se tordre. Ma propre mère avait apposé son nom à cela. Quand ce fut notre tour, Margie s'est levée avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Votre honneur, ce que mes adversaires viennent de vous montrer était une performance. Regardons les faits. Elle a affiché le premier document à l'écran, mon rapport des urgences, horodaté. Ces blessures, a dit Margie, en pointant la ligne correspondante, sont compatibles avec un traumatisme par force contondante. Le médecin de garde a spécifiquement noté qu'elle n'aurait pas pu être auto-infligée. Ensuite, elle a projeté une capture d'écran d'un texto de Solène, tu aurais juste dû signer. Des halètements ont parcouru la salle. Margie n'a pas arrêté. Et enfin, nous avons des images de sécurité de la caméra d'un voisin. Vous verrez Monsieur Price quitter la maison quelques instants après l'agression, tandis que Madame Hartman était laissée sur le sol, blessée. La vidéo a été diffusée. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Le masque de Solène a glissé pour la première fois, ses yeux grands ouverts, les lèvres pincées. Declan s'est agité inconfortablement, ses mains se crispant et se détendant. Ceci n'est pas un différend familial, a dit Margie, sa voix comme de l'acier. C'est une agression aggravée par de la diffamation. Declan s'est levé d'un bond, prêt à parler, mais le juge l'a interrompu. Assez. Asseyez-vous. J'ai ressenti une étrange quiétude en moi. Pas encore du soulagement, mais un calme, sachant que leurs mensonges se dénouaient enfin devant des étrangers qui pouvaient les voir pour ce qu'ils étaient. Le juge a examiné les preuves, puis nous a regardés. La demande d'ordonnance restrictive à l'encontre de Madame Hartman est rejetée. Et que les choses soient claires, si ces documents fabriqués continuent de circuler, vous pourriez faire face à des poursuites pénales. Ce n'était pas la justice radicale que j'avais imaginée dans mes nuits les plus sombres, mais c'était suffisant. Assez pour ébranler leur confiance, assez pour leur rappeler que je n'étais plus à eux pour qu'ils me brisent. En sortant de cette salle d'audience, la tête haute, je ne les ai pas regardés. Et en sortant de cette salle d'audience, je savais exactement quel genre de vie je voulais construire, une vie qu'ils ne pourraient plus jamais toucher. Et la première étape était de redéfinir ce que la famille signifiait pour moi. C'était un matin tranquille de novembre, du genre où le froid presse contre les fenêtres et s'infiltre par les fissures, vous rappelant que l'hiver n'est pas seulement en route, il est là. Je me tenais devant ma porte d'entrée, tenant un plateau de petits pains fraîchement cuits, mes mains stables. Un instant, j'ai fixé mes doigts. C'étaient les mêmes mains qui avaient autrefois martelé la porte de mes parents, enflés et meurtris, suppliant une aide qui n'est jamais venue. Cette nuit-là, j'avais été laissé sur un porche, saignant, petit et désespéré. Maintenant, je me tenais à l'intérieur de ma propre maison, ouvrant ma porte à des gens qui voulaient vraiment la franchir. Margie fut la première à arriver, jonglant avec un plat à tarte et une pile de dossiers, car bien sûr, elle ne pouvait pas complètement déconnecter, même pour un Friendsgiving. Ne juge pas, dit-elle en riant. Tarte à la citrouille et dossier juridique, tous deux essentiels. Derrière elle venait Odora, ma voisine, qui n'avait été autrefois qu'un salut poli de l'autre côté de la pelouse, apportant un ensemble dépareillé de tasses, insistant sur le fait que nous avions besoin de plus d'options de café. Nous avons étalé la nourriture sur ma table de brocante, des tartes dans des plats en céramique ébréchés, de la purée de pommes de terre dans une casserole dont la poignée vacillait, des chaises pliantes grinçant sous le poids de vraies personnes avec un vrai amour à donner. Ce n'était pas parfait, mais c'était chaleureux. Ce n'est pas ce que j'imaginais pour Thanksgiving, ai-je dit à voix haute, à moitié pour eux et à moitié pour moi-même. Margie a fait teinter sa fourchette contre son verre. C'est Friendsgiving. Une amélioration. Nous avons tous ri, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un nœud que je portais depuis des mois. Ce n'était pas la famille dans laquelle j'étais né, mais c'était celle que j'avais choisie. Et plus important encore,
c'était celle qui m'avait choisi en retour. Quelques jours plus tôt, une lettre était arrivée par la poste. L'écriture de Solène était immédiatement reconnaissable, déliée et précise. Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. C'était une supplique, une manipulation à peine voilée, me priant de laisser tomber pour le bien de la famille. Je l'avais déchirée en deux avant de la finir, regardant les morceaux tomber dans la poubelle de recyclage. Certaines portes restent fermées pour une bonne raison. Maintenant, entouré de gens qui m'avaient soutenu quand mes propres parents ne l'avaient pas fait, j'ai ressenti l'écho aigu de cette nuit où j'avais supplié derrière une porte verrouillée. Mais c'était différent. Cette fois, c'était moi qui décidais qui entrait. Ils ont essayé de m'apprendre que la famille signifiait l'obéissance, ai-je dit doucement, surprenant même moi-même de voir à quel point les mots ressemblaient à une déclaration. Mais j'ai appris autre chose. La famille, c'est la porte que vous choisissez de franchir, et les gens que vous laissez la franchir avec vous. Margie a levé son verre. À la famille choisie, a-t-elle dit. Nous nous sommes tous joints à elle, le son de nos verres s'entrechoquant remplissant la pièce comme une cloche. Alors que le dîner touchait à sa fin et que tout le monde s'installait dans une conversation facile, je suis sorti sur le balcon. L'air hivernal me mordait les joues, mais c'était agréable. C'était réel. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, le sang sur le carrelage de la cuisine de Solène, le silence de mes parents, la salle d'audience où ma vérité a finalement vu le jour. Et puis j'ai pensé à maintenant, ce petit appartement en location, les meubles dépareillés, une table pleine de gens qui ne me voyaient pas comme une garantie, mais comme câline. Je pensais que la force signifiait ne jamais se briser, me suis-je murmuré, laissant l'air froid remplir mes poumons. Mais la vraie force, c'est ce qui pousse dans les fissures. J'ai jeté un dernier regard à la pièce illuminée derrière moi, des rires s'échappant par la porte entr'ouverte. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que quelqu'un m'ouvre la porte. J'avais déjà ouvert la mienne.